Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au service de l'information de Eden Télévision, les titres du journal. Le débat alimente les milieux politiques, les médias, la société civile et toutes les couches socio-professionnelles. Il s'agit de la récente visite de l'ancien président Boni Yayi à l'aéroport de Tourou et dans quelques localités du Nord. Dans ce journal, les réactions de quelques journalistes politiques. Mali, un djihadiste présumé accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction des mausolées et mosquées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou, a plaidé ce lundi coupable devant la Cour pénale internationale. Les événements remontent au mois de juin et juillet 2012. Et puis Rio de Janeiro était le centre du monde pour les premiers Jeux olympiques d'Amérique du Sud qui ont pris fin hier dimanche. Mais au-delà des médailles et records, ces Jeux ont eu leur lot de problèmes et scandales. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Les détails dans quelques secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Certains déplacements de l'ancien président Boni Yayi, notamment sa dernière visite à l'aéroport de Tourou, créent des polémiques et suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique. La rédaction de Eden TV a recueilli pour vous la lecture de quelques journalistes politiques que je vous invite à suivre à travers ce reportage. Boni Yayi 10 ans, c'est fini. Ce slogan de l'Alliance Soleil, à la veille de l'élection présidentielle de mars 2016, dérangeait sérieusement Boni Yayi encore au pouvoir. Et même après avoir laissé le pouvoir, l'homme semble ne pas accepter cette expression. En témoignent les sorties, tournées et visites dans certaines localités du Nord. La dernière en date, la visite de l'aéroport de Tourou, qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions, surtout dans les médias. Pour un chef d'État qui vient de quitter le pouvoir, c'est parti sans parti, c'est parti en faisant ombrage quelque part à l'actuel. Il est dans la faute de mon point de vue, il est dans la faute. Il y en a qui disent qu'aucune loi ne l'interdit. Non, en se comportant de cette manière-là, Boni Yayi est dans la faute. Il n'a pas fini de donner son énergie. En fait, c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il faut tout simplement l'observer et le canaliser. En condamnant aussi ces agissements de l'ancien président Boni Yayi, d'autres trouvent qu'il cherche plutôt à réveiller la classe politique et à occuper le terrain en absence du président Patrice Talon, très effacé. On critique à tort et à raison peut-être Boni Yayi, mais il faut reconnaître que c'est Boni Yayi aujourd'hui qui anime la vie politique, la vie publique. Le président Talon ne s'affiche pas, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa posture, ce n'est pas sa méthode de travail. Mais en dehors de lui, de Boni Yayi aujourd'hui qui revient encore perturber le calme plat de l'État, il faut reconnaître que la classe politique a démissionné. Il faut alors mettre à l'actif de Boni Yayi ce qu'il fait, il faut le saluer, même si on doit lui demander de savoir aussi raison garder, de savoir rester dans ses limites. Mais c'est évident que Boni Yayi, en agissant ainsi, provoque le débat et agite l'opinion publique nationale. Mais au-delà de ces agitations, interrogeons-nous sur les mobiles de ces comportements. Pour certains, c'est peut-être lié à la personnalité et à la psychologie de l'homme. Pour lui, il n'a pas fini de gérer le Bénin. En fait, c'est une question d'esprit, de préparation. Il ne s'est pas préparé pour descendre du pouvoir. Vous savez, dans d'autres circonstances, pour quelqu'un qui a fait 10 ans à la tête d'un pays, il faut que déjà à partir de 8 ans, qu'il se prépare à rentrer dans une autre phase. Parce que si vous restez actif 10 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas en 4 mois que vous allez retrouver vos esprits et savoir que vous avez quitté le pouvoir. 6 avril, le jour symbolique où le président Patrice Talon était investi, Boni Yayi, lui, il était en tournée, il s'affichait encore comme le président du Bénin. Et donc, il cherche noise, comme diraient les Anglais, et c'est à prêter flanc à ce jeu-là qu'il pourrait avoir peut-être de troubles. Bon, on ne sait pas aujourd'hui s'il a vraiment de troubles derrière. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment des férus qui comptent avec lui, que le Bénin ce serait avec Boni Yayi. Pour la paix et la cohésion nationale, le chantre du changement et de la refondation, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, doit accepter son nouveau statut et apprendre à s'éclipser. Un nouveau gang a été démantelé par les éléments des commissariats de Segbaya et de Soudiatime à Akpakpa, c'est à Cotonou. Ce groupe vol les produits de la société béninoise de brasserie Somebra. Ils ont été présentés à la presse ce vendredi. Le point avec Mori Yagua et Damien Pedro. Ces 4 individus volent la société béninoise de brasserie Sobebra.
Une opération menée par les commissariats de Segbeya et de Sojatime a permis à la police nationale de les appréhender. Depuis peu, le commissariat de Segbeya et celui de Sojatime a eu l'information de ce qu'un réseau de malfaiteurs écume les cuves de la Sobebra et dépouille cette société de ses produits de façon illégale. C'est dans ce cadre que l'équipe des deux commissariats a filé et interpellé ce réseau de malfaiteurs constitué de 2 agents de sécurité qui montent la garde dans cette usine. C'est ainsi qu'ils ont arrêté une bâchée 404 Peugeot remplie des produits de cette société au petit matin du mercredi 18 août 2016. C'est ainsi que tout ce beau monde, au nombre de 4 personnes, est passé aux aveux. La procédure est fin prête et la présentation se fera au procureur de la République pour le tribunal de Cotonou dans les heures qui suivent. Parmi ces individus, il y a le receleur, propriétaire d'une buvette au quartier Fidjirose. Kazmi Assangbe, commissaire de police en service au commissariat de Segbeya, explique leur mode opératoire. Le modus operandi de ce groupe de malfaiteurs consiste à utiliser un manœuvre de cette société qui sort frauduleusement les casiers de bière et de sucreries en ayant la couverture des agents de sécurité qui ont été appréhendés. Ainsi, ces produits se retrouvent dans une bâchée et sont livrés à un receleur qui attend tranquillement dans sa maison qu'il soit ravitaillé, et ce, en dessous du coût normal de ravitaillement qu'a fixé l'entreprise, la société productrice du produit. À cette énième présentation de ces personnes mal intentionnées au public, le porte-parole du commissariat central de la ville de Cotonou lance un appel à la population. Je vous invite à jouer entièrement votre partition en étant éveillés pour qu'ensemble nous puissions barrer la voie aux entreprises criminelles. C'est là le gage de votre tranquillité, de votre sécurité et de votre quiétude. La veille citoyenne est de mise afin que cessent ces opérations frauduleuses orchestrées par ces sans-foi ni loi. On reste dans cette même logique qui n'est pas rare de voir sur les chaînes de télévision béninoises les forces de police ou de gendarmerie présenter aux téléspectateurs de présumés malfrats après leur arrestation. Mais quelles sont les motivations de cette pratique et quelles catégories de prévenus sont ainsi montrées au public? La réponse dans ce reportage de Mori Yagoua et de Denis Marouya qui se sont intéressés à ces questions. Depuis quelques années, la police nationale présente les malfrats à la presse béninoise. Ces 2 derniers mois, le commissaire de police Hugues Hervé Sédé et sa hiérarchie policière ont organisé 6 séances de présentation des malfrats aux médias. Cette pratique suscite de plus en plus d'interrogations au sein de l'opinion publique. Richard Akordandé Roman, commissaire de police, porte-parole du commissariat central de Cotonou, explique ici le bien fondé de cette démarche de la police nationale. La présentation des présumés criminels à la presse vise essentiellement à montrer aux populations le coefficient criminel du pays. Cette présentation décourage ceux qui ont en eux des entreprises criminelles. Et en dernière position, cette présentation à la presse arrive à décourager les potentiels criminels, ceux qui ont déjà posé les actes. Ils se disent, attention, on m'a montré à la presse, j'ai des comptes à rendre à ma famille. Quant aux citoyens qui doutent de la capacité de nuisance des malfrats souvent présentés aux médias, le porte-parole clarifie. D'abord, les larcins ne sont pas présentés à la presse. Si c'est un quidam qui dérobe le phare d'une voiture ou qui vole un poulet, ce n'est pas cette catégorie de voleurs qui fait objet de présentation par la police. Il faut vous dire que généralement,
c'est les brigands, les criminels de grand chemin qu'on présente. Ceux que nous appelons, l'opinion publique appelle communément les braqueurs. Ceux-là qui, au moyen des armes perfectionnées, s'attaquent en plein jour, par exemple, à une banque, et on arrive à mettre la main sur eux, soit en flagrant délit ou bien à la suite d'une enquête minutieusement conduite. Ceux-là sont présentés à la presse. Il y a également ceux qui sont des escrocs de grand chemin, ceux qui se présentent à des citoyens et demandent à fabriquer des billets de banque. Ceux-là, on les présente à la presse parce que la conscience humaine est une conscience qui, si on ne lui montre pas le côté moral, la conscience humaine dérape souvent. Si ces malfaiteurs ne sont jamais présentés aux médias à visage découvert, à quelle norme répond alors cette précaution? Le Code de procédure pénale en vigueur en République du Bénin et la Constitution du 11 décembre 1990 font des principes de présomption d'innocence, des principes à valeur constitutionnelle. Et donc, même si on voit un criminel la main dans le sac, comme on le dit, il est présumé voleur. Et sur la base de cette présomption d'innocence, il n'est pas opportun, avant qu'un procès ne tienne et disent qu'il a participé au crime, il n'est pas opportun qu'on montre son visage. Pour réussir la lutte contre la criminalité grandissante au Bénin, la population est aussi conviée à s'impliquer davantage en informant la police des actes suspects remarqués. Autre information dans cette édition, source d'information pour toute personne désireuse de connaître des faits du passé. Les archives sont un ensemble de documents conservés afin de prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Mais quel est l'état actuel et l'avenir des archives au Bénin? Fréjus Servlant, Denis Marouillard pour la réponse. Les archives constituent la mémoire d'un peuple, et quand on sait que pour Aimé Césaire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, on comprend que les archives sont un facteur déterminant pour le développement d'une nation. Pour le Bénin, qui a l'air d'un nouveau départ, il est donc important de se faire une idée de l'état actuel des archives du pays. Il n'est pas rare que dans les administrations, au jour d'aujourd'hui, que vous voyez des documents traîner dans les couloirs, et dans les toilettes, à même le sol, ou des documents apportés des vendeuses de ci ou de ça. Aujourd'hui, construire pour les archives n'est pas une priorité. Et même quand on en construit, on les dédie à d'autres fins. Ce qui montre que le secteur est savamment négligé. Une négligence avec laquelle il faut aussi rompre pour espérer un développement. Mais outre ces réalités, les archives au Bénin sont confrontées à d'autres problèmes. Nous n'avons qu'un seul centre qui détient l'essentiel des documents des archives nationales, c'est à Wando, à Porto-Novo. En dehors de ce centre-là, on n'a pas d'annexe véritable qui puisse permettre à n'importe quel Béninois ou qui se trouve sur l'étendue du territoire national de consulter en un temps record la totalité de nos archives. On dira que les archives nationales se portent mal parce que nous avons déjà un problème d'archivistes qualifiés. Nous avons un problème de difficultés d'ordre matériel, de difficultés d'ordre financier. Un ensemble de problèmes qui appellent donc une volonté politique. Mais l'importance des archives et de leurs étendues est telle que chaque citoyen doit se sentir interpellé et se poser les bonnes questions. Beaucoup de gens meurent à 80 ans dans ce pays sans jamais avoir été à la pharmacie des Blancs. Mais comment ils font? Quelle est la mémoire médicale du Bénin? Quelle est la mémoire de l'agriculteur du Bénin? Quelle est la mémoire de celui qui empêche la pluie de tomber tel jour? Mais nous avons des richesses. Qui le sait? Le faire savoir doit donc être une priorité. Le Bénin a ainsi de la matière pour nourrir et ses archives et ses fils. De quoi dire que l'avenir du Bénin dépend aussi
de l'avenir de ces archives. Dieu est mémoire. Le développement est mémoire. L'avenir du Bénin, la paix est mémoire. Vous avez de nouveaux parcours. Vous avez de nouveaux chemins. Ne désespérez pas. Il y a déjà beaucoup d'emplois dans le mot archive, dans le mot mémoire, dans le mot planifier l'avenir à partir du passé. Les archives nationales ont un avenir si les Béninois eux-mêmes le jugent bon. Autre défi pour le Bénin, activer sa diplomatie pour détenir aussi ses archives qu'il n'a pas et qui pourtant sont parquées dans d'autres pays. Nous restons toujours avec Fréjus Seulan et Denis Marouya pour parler cette fois-ci de la numérisation des archives qui s'impose de plus en plus vu l'évolution de la technologie. Papier en détérioration, salle d'archivage devenue trop exiguë pour conserver les archives, les problèmes de conservation des archives sont devenus courants au Bénin. Pour pallier à ces difficultés, la solution est toute trouvée, la numérisation des archives, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles. Pour Arthur Vidot, historien et enseignant au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, le recours à cette méthode d'archivage est urgent pour le Bénin. Parce que c'est des documents anciens qui ont été reproduits sur des supports vieillissants et qui sont carrément en voie de dégradation. Donc on ne peut pas les photocopier tout le temps. Il faudrait les photographier ou soit les scanner et les stocker sur des sites internet. D'abord sur le site internet des archives nationales du Bénin, premier point, et les stocker aussi dans des ordinateurs qui seront paquets au niveau de la direction des archives nationales et qui pourront permettre à n'importe quel usager de pouvoir les consulter en temps réel. Heureusement, des efforts de numérisation des archives existent déjà au Bénin. Le début des années 2010, il y a eu la création d'un site internet des archives nationales qui présentait quand même quelques documents du fonds colonial qui datent des années 1840. Et il y a aussi des documents qui sont issus du fonds contemporain des années 1960 à 1990, tout ça. C'est quand même un effort ou un progrès, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a d'autres pays, des pays beaucoup plus développés que nous, comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont jusqu'à présent pas de site internet qui présente des fonds d'archives issus de leur région. Le combat contre la détérioration des archives écrites et audiovisuelles du Bénin est cependant loin d'être gagné. Bien au contraire, il s'agit d'une tâche difficile. Nous ne pourrons pas encore aller au numérique sauvage. Nous irons au numérique de façon progressive. Nous avons besoin de numériser, mettons, le support papier. Pourquoi? C'est pour faciliter l'accès à ces documents. C'est ça la fonction principale même du numérique, de la numérisation au jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de tact pour conduire, n'est-ce pas, l'innovation technologique appliquée à la gestion des archives. Ce n'est qu'à ce prix que le Bénin pourra sauvegarder pour la postérité les sources de son histoire. Info sur le continent, un djihadiste malien présumé accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction des 9 mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Aïa entre le 30 juin et le 12 juillet 2012 a plaidé coupable lundi devant la Cour pénale internationale. Une première dans l'histoire du tribunal. Ama Al-Faki Al-Mahdi, selon l'accusation, fut membre du groupe djihadiste Ansardine qui a contrôlé le nord du Mali pendant environ 10 mois en 2012. Présenté comme un homme intelligent, raisonnable et intellectuel par son avocat, l'accusé serait prêt à demander pardon aux habitants de Tombouctou et au peuple malien. Toutefois, pour la procureure Fatou Bensouda, aucune personne ayant détruit ce qui incarne l'âme et les racines d'un peuple ne devrait pouvoir échapper à la justice. On écoute Ama Al-Faki Al-Mahdi. Votre honneur, j'ai le regret de dire que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent est véridique et reflète des événements. Je plaide coupable.
3 civils au moins ont été tués, une vingtaine de blessés dimanche dans un attentat suicide au Cameroun. Les violences ont eu lieu dans l'extrême nord du pays aux attaques et seraient liées aux attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Et selon ce qui a été déclaré par des responsables politiques et sécuritaires, selon aussi le gouvernement camerounais, plus de 2000 personnes sont mortes dans ces attentats. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale GNA continuent d'avancer dans la ville de Sirte qu'elle contrôle depuis 3 mois et qu'elle tente de reprendre depuis 3 mois aux djihadistes de l'organisation État islamique. Leur avion survole depuis samedi le centre et le nord de la Libye, plus particulièrement les villes de Sirte, le nord-ouest à la frontière avec le Tchad et le Niger au sud, des moyens qui permettent aux forces du GNA d'éviter une éventuelle fuite des djihadistes du groupe État islamique acculés dans les villes de Sirte, ville dépourvue de ses habitants et située à 450 km de l'est de Tripoli. Écoutons un combattant des forces du gouvernement libyen d'Union nationale. Nous avons gagné du terrain sur tous les fronts, dans les quartiers dollars, sur le front de Ouagadougou et dans les quartiers numéro 2. L'ennemi est en train de perdre et le moral des troupes est haut. L'ennemi perd et nous les poursuivons pour les chasser de Libye un à un. La Libye est unie de l'est à l'ouest. Nous les vaincrons si Dieu le veut. Hors de l'Afrique, des cliniques high-tech climatisées et gratuites, c'est la réponse que veut apporter le gouvernement de Delhi. Nous sommes en Inde à un système de santé publique lent et incapable de soigner les plus démunis dans la capitale indienne. Une modeste clinique publique de Delhi qui abrite une technologie dernier cri. Le dossier de ce patient asthmatique est enregistré sur tablette puis directement transmis au médecin. Elle prescrit un test sanguin réalisé à l'aide de cet appareil capable d'effectuer 50 tests médicaux. Dès qu'il appuie sur transfert, le résultat est envoyé sur la tablette du docteur qui voit le résultat et fait sa prescription en fonction. Diagnostic, le bilan sanguin n'est pas bon. Le patient va devoir ralentir sur les cigarettes et l'alcool. Au total, la procédure a pris moins de 30 minutes. Cette clinique est l'une des centaines mises en place par le gouvernement de Delhi qui compte en ouvrir 1 millier, toutes équipées de haute technologie. On ne peut pas dire que le changement est fait à 100%. On apprend au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps. Le patient vient, on a juste à appuyer sur un bouton et le diagnostic est déjà là. Il nous dit son problème, on le note et ça prend moins de temps. Donc on peut consacrer plus de temps au patient. Les médicaments prescrits sont distribués gratuitement. L'objectif du projet, améliorer l'accès aux soins des plus pauvres. Derrière l'appareil médical au cœur du programme, cet ingénieur indien qui a quitté un travail bien payé aux États-Unis pour aider son pays. Utilisé dans la clinique témoin de Delhi, son invention vendue 900 € pièce va bientôt équiper d'autres centres de la capitale et a déjà été testée dans 11 pays. Nous avons des partenariats actifs en ce moment en Afrique et quelques-uns en Amérique du Sud où ça va être lancé. Mais nous avons constaté dans des pays développés comme l'Angleterre ou les États-Unis une demande pour des technologies de ce genre. Une révolution pour ceux qui ne peuvent se payer les cliniques privées, où une simple consultation coûte près de 15 €. Mais tablette ou non, pour la plupart des patients, l'important c'est de ne pas avoir à faire des heures, voire des jours d'attente. Dans les grands hôpitaux publics, il y a trop de monde. On doit enregistrer son numéro et après attendre près de 2 heures. Ici, c'est près de chez moi. Tous les services sont disponibles gratuitement. Un premier pas qui reste loin d'être suffisant en Inde, où plus de 360 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 1/3 de la population. Rio de Janeiro était le centre du monde pour les premiers Jeux olympiques d'Amérique du Sud. Brésiliens et visiteurs de toute planète sont venus assister aux compétitions des 206 délégations. Mais au-delà des médailles et records, ces Jeux ont eu leur lot de problèmes et scandales. Reportage. Rio a marqué son empreinte dans l'histoire des JO avec ses records et ses performances sans précédent. 9 pays ont obtenu leur toute première médaille d'or. Les États-Unis sont devenus les premiers de l'histoire à atteindre 1000 médailles d'or, entre autres grâce aux performances du nageur Michael Phelps.
Après avoir remporté son 23e titre, l'Olympien le plus décoré de tous les temps a annoncé qu'il quittait définitivement la piscine. Voilà, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez l'annoncer, c'est la toute dernière fois que vous me voyez concourir dans l'eau. L'éclair jamaïcain Usain Bolt prend aussi sa retraite après avoir décroché la médaille d'or du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4x100 mètres. Un triplé historique. Quant aux Brésiliens, c'est bien sûr avec le foot qu'ils deviennent les héros de ces Jeux en remportant la finale face aux Allemands. Mais les 28e JO de l'ère moderne resteront probablement aussi dans les mémoires comme une édition chaotique. Stade à moitié vide, problèmes de transport, sécurité aléatoire et quelques scandales. Le rapport mentionnant le supposé dopage d'athlètes russes puis l'interdiction de concourir pour 118 d'entre eux ont annoncé la couleur avant même le début des épreuves. Nous voulons écarter les tricheurs des Jeux Olympiques. Le message est clair, les tricheurs et les athlètes dopés ne doivent se sentir à l'abri nulle part. La seconde semaine des JO a été marquée par l'arrestation du chef des comités olympiques européens, Patrick Hickey, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de revente illégale de tickets. Au même moment, l'attention des médias était aussi braquée sur des nageurs américains qui prétendaient avoir été agressés par de faux policiers. Ils avaient en fait vandalisé une station-service et s'étaient heurtés à un vigile à l'issue d'une nuit de fête. Malgré ces déconvenues, les organisateurs restent confiants quant à l'héritage des Jeux de Rio. Je ne pense pas que l'histoire retienne beaucoup les problèmes qui ont lieu pendant les Jeux Olympiques. Ce que l'histoire garde, c'est l'énorme contribution des athlètes. Le spectacle n'est pas fini à Rio. Les Jeux paralympiques doivent se dérouler du 7 au 18 septembre, si les organisateurs parviennent d'ici là à gérer les difficultés financières qui sont venues s'ajouter à la série d'obstacles de ce marathon brésilien. Et c'est sur ces belles images de Rio, mais également des Jeux Olympiques qui ont pris fin, faut-il le rappeler, hier que nous allons boucler cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention et à demain.